Bon, président Michel Callot, vous êtes candidat, donc on va pas dire président, même si vous êtes candidat sortant, président sortant, pardon, etc. Vous allez briguer un troisième mandat. C'est quand même rare, quand même. Oh, je ne sais pas si c'est rare. En tous les cas, 3 mandats, c'est déjà un maximum, hein, puisque c'est ce que prévoit à la fois nos statuts et à la fois la loi. 3 mandats, effectivement, c'est un engagement d'une durée, on va dire, respectable par rapport à ce que représente l'investissement à la présidence d'une fédération comme la Fédération française de cyclisme. Mais je pense également qu'on est dans une phase de transformation d'un certain nombre de choses autour de notre sport et qu'on a aussi besoin d'un temps un peu long pour pouvoir aller jusqu'au bout de projets importants et d'une transformation déjà entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes de nouveau candidat? Quel travail n'est pas terminé? Alors, il y a quelques sujets, je l'ai déjà dit, mais qui sont importants dans mon esprit. Le premier, celui finalement qui a motivé presque tout mon engagement fédéral, c'est la transformation économique de notre modèle. Alors cette transformation économique, elle emporte plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect qui concerne le siège fédéral lui-même. Là, on a beaucoup avancé. Il me reste, je crois, une chose que j'aimerais bien terminer. Vous savez qu'on a créé une filiale commerciale. Il faut que cette filiale, elle décolle pleinement pour produire des revenus et alimenter de manière très pérenne l'économie du siège fédéral, qui est une économie qui sert ensuite au sport, particulièrement. Mais la transformation de notre modèle économique, c'est également emporter nos clubs, le plus grand nombre de nos clubs, sur de nouveaux modèles, une nouvelle façon de profiter pleinement de tout ce qu'apporte le vélo pour pouvoir effectivement nourrir à leur tour leurs projets associatifs, comme certains clubs le font très très bien aujourd'hui, et grâce à une action sur des sujets sociétaux, tirer des revenus pour, là encore, aller vers le sport, vers notre ADN. Donc ce sujet de transformation économique est une motivation, je vous le disais, profonde. Je l'ai en moi vraiment depuis que je suis dirigeant, j'allais dire régional, avant même d'être dirigeant fédéral. Deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est d'aller au bout d'un certain nombre là encore, de modernisation, on va dire comme ça, de nos activités. Alors, c'est très vrai pour la route, peut-être on en reparlera, mais c'est vrai également sur le plan technique. On a entrepris une phase de digitalisation de nos services. Elle est encore incomplète parce qu'on l'a fait au rythme de nos moyens et il faut pouvoir aller jusqu'au bout de ça. Et puis il y a un sujet qui me tient à cœur, tout le monde le sait, c'est les championnats du monde Haute-Savoie en 2027. C'est un sujet très complexe dans lequel il faut que la fédération prenne toute sa place, toute sa part, parce qu'elle a une vraie expertise. On sait organiser des grands événements, on l'a démontré en organisant beaucoup de championnats du monde et légitimement, on doit pouvoir traduire cette expertise dans ce super événement qui va concerner notre sport et qui doit laisser un héritage marquant pour le cyclisme français. Et évidemment, parce que je suis depuis l'origine au cœur de ce sujet-là, eh bien, je suis particulièrement motivé pour faire en sorte que ce soit au plus grand profit de l'ensemble de nos clubs et de nos licenciés. Alors justement, ces super championnats du monde, ils font causer, parce que c'est sur vos terres et ça dérange certains, comme vous le savez. Oui, alors ça, je pense que c'est quand même un faux débat, quoi. J'ai la chance d'habiter en Haute-Savoie. Je dis la chance parce que c'est aussi un département très riche. Et il fallait un département qui ait des moyens pour pouvoir accueillir une opération de cette nature-là. Vous savez, quand vous regardez en France, les lieux où ces championnats auraient pu se tenir, il y en a très peu. Et puis en plus, il se trouve que c'est un petit peu nécessaire d'être sur un territoire de montagne par rapport à certaines de nos spécialités qui ne peuvent se faire quasiment qu'en montagne. Je pense au VTT descente par exemple. Et voilà, après cette histoire, elle a d'abord la vertu d'être née et bien née et d'être sur de bonnes rails aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Le fait que ce soit en Haute-Savoie, voilà, c'est anecdotique, mais j'habite en Haute-Savoie. Et finalement, quand on y regarde bien par rapport à l'énergie, au temps que ça prend, je pense que c'est peut-être aussi une plus-value pour la fédération que son président soit directement au contact du territoire, des acteurs au Savoyard, que je connais aussi par ailleurs. Alors, ça aura lieu en Haute-Savoie, comme vous l'avez dit. Nous sommes là au Vélodrome de Saint-Quentin-les-Yvelines, Vélodrome national. Et le paradoxe, c'est que la piste de ces super championnats du monde en 2027 sera lieu là et pas en Haute-Savoie. Alors très probablement ici, rien n'est encore confirmé, mais enfin c'est une probabilité assez forte que la piste ait lieu ici. L'occasion des championnats du monde, c'était l'occasion aussi d'avoir un projet de vélodrome en Haute-Savoie.
Pour des raisons politiques, si ce n'est politiciennes, malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour, ou en tous les cas ne pouvait plus voir le jour dans un délai suffisamment court pour être prêt en 2027. Des équipements de cette dimension-là naissent quand même difficilement en si peu de temps. Mais si toutefois les championnats du monde pour leur partie piste devaient se tenir au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, il faut peut-être y voir aussi un écho à un vélodrome qui a accueilli les Jeux Olympiques, qui a accueilli déjà 2 fois des championnats du monde et au bout du compte qui est aussi une signature en tant que vélodrome national. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'économie de la Fédération française de cyclisme. Déjà la première question, ça fait 8 ans que vous êtes président. Comment va, économiquement parlant, la Fédération française de cyclisme ? Alors écoutez, notre fédération, en tous les cas pour ce qui concerne la partie siège fédéral, on s'est attaché à respecter ce que nous a demandé l'État finalement quand on est arrivé en 2017, c'est-à-dire de reconstituer des fonds propres pour la fédération, d'assainir ses finances, de faire en sorte qu'elle soit stable dans son modèle financier. Je pense qu'on a rendu une copie propre en la matière. Aujourd'hui, notre fédération, elle a des fonds propres qui lui permettent de faire face à des aléas. N'oublions pas que dans ces 8 années, on aura traversé le Covid quand même, qui n'est pas une crise anodine, où on a pu soutenir notre base, nos comités régionaux. Il n'y a pas eu de casse à l'issue du Covid, majeur en tous les cas pour le sport cycliste français. Et puis on a ensuite traversé, comme tout le monde, une période de crise plus internationale avec une forte inflation. Vous savez que l'inflation par rapport au sport cycliste, elle nous concerne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de déplacements dans notre univers. Et au bout du compte, on s'aperçoit que la fédération a résisté à tout ça, à toutes ces difficultés, et qu'aujourd'hui elle présente un bilan qui est tout à fait satisfaisant. On parle de votre idée de projet des Continentales qui plaît pas à la Ligue nationale de cyclisme. Vous êtes sûr de votre coup parce que c'est se mettre peut-être tout le monde à dos du coup. Alors tout le monde, je crois pas, parce que certes la Ligue est notre... Comment vous expliquez justement qu'ils soient contre ? Alors je pense que la Ligue, je vais bien parler de l'institution, et je fais tout de suite un petit préalable. Moi j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du monde professionnel cet été. Je me rends bien compte que, et c'est normal, tout le monde n'est pas forcément très aligné avec les positions défendues par la Ligue. Mais la Ligue, il y a des raisons historiques à ça. Finalement, le travail qui a été fait par les acteurs représentant le cyclisme professionnel français a été un travail de sécurisation de cet univers professionnel. Et il faut bien dire qu'ils l'ont plutôt bien réussi. On a beaucoup de courses professionnelles en France, on a beaucoup d'équipes, on a beaucoup de coureurs dans un modèle où, vous le savez, il y a des accords finalement entre les organisateurs et les équipes. Donc la Ligue est arrivée à une certaine stabilité autour de ça. Et c'est très bien, et ça on ne peut que s'en réjouir. Arriver également à sécuriser le mieux possible le statut des coureurs professionnels. On est en Europe en tous les cas et dans le monde très certainement le cyclisme professionnel le plus sécure pour les athlètes. Une fois qu'on a dit ça, il faut se rendre compte que le cyclisme international autour de nous, il bouge. Et en particulier ce qui bouge très fort, c'est la manière de recruter les coureurs avec des agents qui sont omniprésents, y compris dans le monde amateur. C'est ensuite l'âge auquel on recrute. Et avec des recrutements qui se font de plus en plus jeunes, des coureurs qui signent de plus en plus vite dans le secteur professionnel, qui ont de plus en plus l'impression d'avoir complètement raté leur carrière si à 18 ans on ne leur fait pas déjà des propositions en direction du monde professionnel, et bien, par rapport à tout ça, il fallait qu'on réfléchisse à des solutions. Il faut qu'on continue d'ailleurs à réfléchir à des solutions. On a juste commencé à entrouvrir une porte avec ces contis fédérales, mais l'idée c'est de dire on doit pouvoir continuer à être coureur amateur au meilleur niveau, à son meilleur niveau, au meilleur niveau physique auquel on peut prétendre, sans pour autant avoir systématiquement une licence professionnelle, et en particulier une licence professionnelle à 19 ans. Voilà ce qu'on a voulu faire avec les contis fédérales. Donc oui, ça vient sur un niveau, ce 3e niveau du cyclisme international, qui est un niveau, quand vous le regardez de partout dans le monde, que je qualifierais d'open. Vous avez des structures professionnelles, des structures amateurs. Nous, jusque-là, on n'avait que des structures professionnelles. On est loin de saturer le quota que nous offre l'UCI, puisqu'on peut avoir 15 structures continentale dans un pays, et l'idée c'est juste de profiter de cet espace qui nous reste pour pouvoir l'étendre à un niveau amateur d'élite, on va dire le meilleur de notre niveau amateur, avec des conditions associées à un réel double projet pour les athlètes qui rejoignent ces structures-là,
et qui doit permettre de laisser un petit peu plus de choix aux jeunes coureurs et aux familles qui seront peut-être un petit peu moins obligés de se précipiter tout de suite à 19 ans sur des structures professionnelles. Alors vous dites le plus sécure, vous parlez du milieu amateur, vous parlez des équipes françaises. Il y a le manager d'Arkea BNB Hotel, Emmanuel Hubert, pour pas le nommer, qui a fait un constat quand même inquiétant sur l'avenir du cyclisme français, on va dire carrément alarmiste. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous êtes quand même un petit peu garant, responsable. Quel va être votre rôle là-dedans vis-à-vis des constats de certains managers généraux d'équipe? Alors j'ai eu l'occasion de parler de ces sujets d'ailleurs avec Emmanuel Hubert. On se connaît très bien, on discute, on parle par rapport à ce cri du cœur, on va dire, qui a été porté par Manu Hubert et quelques autres. Bien sûr qu'il faut y voir une vraie alerte, une vraie alarme par rapport à un secteur professionnel. Et là, on parle vraiment du haut du panier, du secteur professionnel le plus élevé, un secteur professionnel où tout est devenu très inflationniste, parce qu'il y a des investissements étrangers, et notamment quasiment des investissements d'État dans un certain nombre de cas, qui font exploser ce marché-là. Alors il y a des régulations qui devront être apportées. L'UCI réfléchit à une forme de régulation avec le budget cap. Est-ce que l'outil sera suffisant ou pas? On pourra commencer à l'évaluer quand il sera présenté début décembre lors du séminaire World Tour. Et puis après, peut-être bien que la France pourra être force de proposition sur d'autres aspects. Et en particulier, je sais qu'une partie des managers français sont très sensibles à des sujets qui pourraient être liés à des problématiques de contrats environnant les coureurs, notamment parce qu'en France, on a un système de formation qui marche très bien et qui ne pèse pas finalement sur le marché aujourd'hui du très haut niveau. Et pourquoi justement il ne pèse pas alors que la France est la nation qui a le plus d'équipes World Tour, Continental Pro, Conti? Alors, système, il pèse pas de point de vue économique, j'entends, pas d'un point de vue qualité, parce qu'au contraire, la qualité, elle est là. Et il pèse pas tout simplement parce que les modalités de transfert des coureurs dans le système du cyclisme international n'emportent pas de modalités qui viennent rémunérer la formation, ou très peu. Et c'est peut-être des axes sur lesquels on pourra travailler dans l'avenir. Il faut évidemment le faire en concertation avec les autres pays, avec l'Union cycliste internationale, parce que ce qu'on subit ici, c'est une concurrence mondiale. Mais comme d'autres secteurs d'activité, on sait très bien, beaucoup d'industriels savent très bien qu'en France, la main-d'œuvre, elle est un petit peu plus chère. Mais par contre, on peut lui trouver d'autres vertus. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à mettre peut-être plus en avant nos avantages concurrentiels. Je sais que c'est très très dur pour certains de nos managers d'équipe, mais moi j'ai surtout envie de leur dire, parlons, discutons, essayons d'être force de proposition de manière constructive pour peut-être bouger un petit peu les lignes. Mais il paraîtrait, si je peux me permettre, que vous écoutez pas assez. Oui, vous savez, après, on est dans une campagne électorale, donc je sais bien qu'à ce moment-là, il faut que la fédération et son président aient à peu près toutes les tares. Donc peut-être j'écoute pas assez. J'essaye en tous les cas, chaque fois que j'ai l'occasion d'être soit dans des rencontres, soit dans des rendez-vous, parce que je reçois quand même beaucoup de monde aussi dans le cadre de cette fonction de président de la fédération. J'essaye non seulement d'écouter, mais de comprendre et de pouvoir apporter des solutions. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire répondre à tout. Parce que être président de fédération, c'est pas avoir une baguette magique, elle n'existe pas. Vous voyez bien que par rapport à des difficultés comme celles qu'on évoque ici, qui sont liées à une internationalisation du cyclisme, à des fonds qui viennent maintenant hors de l'Europe, notamment de manière assez massive, bien malin, la personne qui pourrait vous dire, moi, président de la Fédération française de cyclisme, je mettrai fin à tout ça. Bien malin, parce qu'une fois dans le siège du président de la fédération, il verra que on n'a malheureusement pas tous les leviers en main et qu'on peut être une force d'influence, on peut être une force de négociation, mais encore une fois, la baguette magique, malheureusement, ça n'existe pas. Celui qui candidate contre vous, Monsieur Bartuccio, dit qu'il a peut-être la baguette magique et il revendique les clubs, le cyclisme amateur, chose qu'on vous reproche parce que vous en occupez pas assez visiblement. C'est peut-être le mérite de la fraîcheur quand on n'a pas exercé de responsabilité, ne serait-ce même qu'à l'échelle régionale, où on se rend compte très vite, quand on gère un comité régional par exemple, que on n'est plus sur une somme
de problématiques individuelles de clubs, mais qu'il faut trouver des dénominateurs communs à tout ça et des outils qui fonctionnent pour un nombre le plus important de clubs. Et c'est tout de suite, l'exercice est tout de suite un petit peu plus difficile. Donc voilà, je vais mettre ça sur le compte peut-être de la naïveté, parce qu'il manque un petit peu sans doute d'expérience sur ce sujet de la gestion collective et de problématiques collectives, ce qui est le propre d'une fédération. Et que faire pour aider les clubs qui souffrent, pour aider ces organisateurs de courses en France, où c'est très compliqué d'organiser une course? On ne va pas nommer toutes les organisations de courses, je pense au Grand Prix d'Isberg par exemple, au Grand Prix de Denain, etc. Que faire? Est-ce que la Fédération française de cyclisme peut les aider ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on attend de la Fédération française de cyclisme. La Fédération française de cyclisme, elle aide ses organisateurs, parfois sans même qu'ils s'en rendent compte, mais de manière diverse et variée, notamment dans la relation avec les pouvoirs publics. Je vais vous reprendre l'exemple de la période Covid. On a débloqué je ne sais combien de situations en intervenant auprès des préfectures, parce qu'on a ce relationnel qui est établi avec le ministère de l'Intérieur et qui nous permet d'agir. La fédération, elle va promouvoir le cyclisme, le sport cycliste. Quand on organise un championnat du monde, c'est rien d'autre qu'une vitrine pour notre sport, qui va convaincre des collectivités de continuer à investir pour le sport cycliste. Maintenant, si on pense que la fédération peut aller agir à la place de chaque club ou chaque organisateur pour faire à sa place ou aller chercher de l'argent à sa place, on se leurre et personne n'y arrivera. Il n'y a pas du tout la Fédération française de cyclisme ne peut pas agir en lieu et place de ces 2300 clubs, bien au contraire. Elle a besoin du levier d'action de chacun, et moi ce que je voudrais surtout souligner ici, c'est qu'au sein de notre fédération, grâce à notre réseau de clubs, on a une énergie, on a une dynamique de dirigeants qui est fantastique. Et c'est cette énergie-là qui fait l'ensemble que forme la fédération, et pas l'inverse. On parle aussi des bénévoles. C'est important. Il paraîtrait aussi que vous en occupez pas assez. Quelle serait la solution? Vous êtes le président sortant, donc comme vous l'avez dit, vous avez toutes les tares. Oui, mais bien sûr. Mais dans le bénévolat, là aussi, il faut regarder les choses attentivement. On a plusieurs sortes de bénévolat. Vous avez du bénévolat ponctuel, comme on le retrouve beaucoup sur les organisations, des gens qui viennent donner un coup de main sur les organisations. Celui-ci, il est à entretenir, et notamment entretenir dans le cadre des organisations. Et on voit bien que certains organisateurs arrivent mieux que d'autres à fidéliser ce bénévolat, à l'animer finalement. Il est précieux, c'est sûr, mais je dirais que celui-ci il est à la main de chacune de nos associations. Et puis vous avez un bénévolat qui, moi, me préoccupe davantage, qui est le bénévolat d'engagement, devenir président d'un club, trésorier d'un club, secrétaire général d'un comité, où là c'est un engagement au quotidien, c'est tous les jours de l'année. Le président de club, il est dérangé 7 jours sur 7, c'est en permanence, et c'est là qu'on a besoin de faire en sorte de faciliter les choses pour ces bénévoles, pour ces dirigeants, en améliorant nos outils, en essayant, et je sais qu'il faut le faire plus encore, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a essayé d'avancer aussi avec les moyens qui sont ceux de la fédération, mais en mettant plus de ressources à disposition de ces dirigeants, tout simplement pour essayer de leur faciliter les choses, que ce soit un petit peu plus simple dans toutes les actions qu'ils ont à accomplir, qui sont déjà très nombreuses. L'une des dernières critiques qu'on vous met à votre actif, c'est les championnats de France derniers qu'il y a eu en Normandie, Mont-Saint-Michel. Il manquerait 75 000 € à payer, selon certains confrères. Qui va payer? Enfin, comment ça va se passer du coup? Parce qu'on a l'air inquiet du côté de la Normandie. Oui, alors très concrètement, là en l'occurrence, c'est la collectivité d'accueil qui lance un cri d'alerte parce qu'il lui manque dans son budget ces 75 000 €, sachant que la fédération là est complètement à jour, elle a un contrat qui la couvre complètement. Pour autant, et vous voyez que j'écoute quand même un petit peu, je suis sensible quand j'ai ce genre d'alerte, et pas plus tard que dans la journée, je rencontrais le président Hervé Morin pour discuter de ces sujets-là. Donc voilà, on essaye aussi par rapport à tous ceux qui à un moment donné contribuent au sport cycliste, bien sûr nos clubs, bien sûr nos comités, mais aussi les collectivités locales qui interviennent, lorsqu'il y a des difficultés, on essaye de venir à leur aide. Finalement, Michel Callot, toutes ces critiques, tous ces détracteurs, on va pas les nommer, mais vous les connaissez, entre autres, Monsieur Guimard, il s'avère que c'est le chroniqueur de Cyclisme Actu. Vous avez envie de leur dire quoi, au final? Oh, j'ai pas de message particulier à leur passer, si ce n'est que moi je suis sensible au respect.
Je pense qu'avec l'équipe qui m'entoure pendant 8 ans, on s'est donné sans compter. Les heures de travail, elles sont innombrables pour la cause commune, comme on l'a fait précédemment dans nos comités régionaux, parce qu'on ne sort pas de nulle part. Contrairement à ce que parfois on lit, on n'a pas débarqué ici au siège de la fédération sans avoir été dirigeant de club, dirigeant de comité régional. Et s'il y a un message à passer, je crois que c'est juste d'essayer de prendre la mesure de ce que représente vraiment la gestion d'une fédération, de ne pas croire que c'est par des mesures parfois un petit peu démagogiques qu'on peut résoudre les problèmes. Ça, c'est pas la réalité. Les choses, elles sont beaucoup plus compliquées que ça. Et aujourd'hui, une fédération de la taille de la Fédération française de cyclisme, elle a des problèmes à gérer à 360 degrés, je dirais, qui sont à la fois des problèmes d'entreprise. Il y a plus de 70 salariés à la Fédération française de cyclisme qui animent ces différents services, qui sont à la fois des problèmes de politique publique auxquels il faut correspondre, et l'État ne manque pas de nous donner des consignes et des commandes. Elles sont toujours plus nombreuses, toujours plus contraignantes. Et puis, bien évidemment, au milieu de tout ça, il faut essayer le mieux possible de faire en sorte que notre sport continue à se développer dans tout son éclectisme. On a la chance d'avoir plein de disciplines. On a la chance que notre sport se passe sur un vélo, qui est un des enjeux de société majeurs aujourd'hui. Voilà, c'est comment on peut avoir des stratégies pour se servir de tout ça. Alors, la Fédération française de cyclisme aussi, c'est sa vitrine, ses résultats sportifs. En 8 ans, finalement, parce qu'on sort des Jeux Olympiques Paris 2024, on était là ensemble au mois d'août, on parlera de la piste tout à l'heure. De quoi vous êtes plus fier dans ces résultats sportifs au final? Alors, je mettrais 3 choses à peu près sur un même plan. La première chose, c'est qu'on a eu pendant ces 8 dernières années des titres de champion du monde à peu près dans toutes les disciplines majeures du cyclisme, y compris dans des disciplines parfois où on repartait d'un petit peu plus loin, et y compris, et c'est peut-être mon deuxième point, là où on joue vraiment dans la vitrine avec le doublé de Julien Alaphilippe, 2 titres de champion du monde. Regardez le nombre de podiums depuis que Thomas Vauclair est sélectionneur. Ça, pour moi, c'est une immense satisfaction. Et puis, je rajouterais bien évidemment quand même, et même si je sais que certains le contestent formellement, mais les chiffres sont têtus, les résultats aux Jeux Olympiques, 9 médailles, 3 d'or, le cyclisme en tête de son tableau des médailles. Ça veut dire que si tous les autres sports français avaient fait comme nous, on aurait terminé première nation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça, c'est pour moi d'abord une émotion profonde, partagée avec nos athlètes, avec nos staffs, avec notre personnel, avec nos élus, et puis surtout un grand soulagement aussi. Je vais vous donner le mot qui me vient à l'esprit, un grand soulagement, parce que comme tous les autres présidents de fédérations olympiques, je savais très bien qu'il y aurait les fédérations qui termineraient avec des jeux réussis et les autres, et que ça serait nettement plus simple d'être dans le premier groupe, et qui que ce soit qui préside, qui anime la fédération demain, cette personne-là verra, se rendra compte que ce bilan des Jeux Olympiques, il nous sert aujourd'hui dans nos relations avec les collectivités publiques, avec l'État, dans nos relations avec nos partenaires privés. Dans ce bilan, le seul hic finalement, c'est la piste. On est passé à côté. Avec le recul, comment vous l'expliquez? Il y a tout à refaire pour le sprint par exemple? Oui, je mettrai juste un point de nuance, parce que ça c'est aussi un élément important dans le bilan des Jeux Olympiques. On a remporté des médailles sur nos 5 terrains de jeu. Sur la piste, on a remporté 1 médaille d'or. Si vous prenez les 2 dernières Olympiades, toutes nos disciplines confondues, on aurait bien aimé avoir une médaille d'or, on l'a pas eu. Donc le bilan sur piste, c'est quand même une médaille d'or, c'est pas rien dans des Jeux Olympiques. Vous avez plein d'autres sports qui n'ont pas eu de médaille d'or, et il n'y a pas tant de sports français qui ont eu au moins une médaille d'or. Donc déjà, ça c'est pour la nuance. Et après sur la piste, effectivement, dans les 2 collectifs de piste, il y en a un qui a échoué, il n'y a pas d'autre terme, c'est le sprint. Alors, on savait très bien qu'on se préparait des Jeux Olympiques, on espère toujours que la pièce va retomber du bon côté, mais on savait que c'était notre point faible, que c'était là où on avait le plus de risques. Par rapport à certaines mesures qui sont réfléchies aujourd'hui, qui sont travaillées pour la suite, certaines étaient quasiment impossibles à prendre aussi proche des Jeux Olympiques de Paris, en sortant de Tokyo, et les prendre en tous les cas aurait pu nous amener dans un système, un peu un cercle vicieux si vous voulez, qui aurait pu contaminer d'autres collectifs, et ça on l'a pas voulu.
Et donc c'est une décision qu'on a assumée de dire on va aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le sprint dans une continuité de ce qui est en place, avec peut-être l'espoir qu'on pourra s'en sortir comme on s'en est sorti dans les championnats du monde de 2022, qui était une bonne surprise en soi. Justement, quand on voit ces mondiaux de 2022 ici, dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour que tout s'écroule? Alors déjà, je pense que pour tous les observateurs, vous noterez bien que les championnats du monde, c'est pas les Jeux Olympiques. Déjà au championnat du monde vous avez beaucoup plus d'épreuves, donc vous avez plus de dynamique, hein, et naturellement on fait toujours plus de médailles dans les championnats du monde que dans les Jeux Olympiques. Ensuite, les stratégies des nations sont pas les mêmes par rapport à des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Ça reste peut-être encore un de nos points faibles, en tous les cas sur la piste, hein, de ces 3 ou 4 dernières Olympiades, où on a plus de mal à se remettre vraiment en programmation d'un objectif quasi unique de l'Olympiade que sont les Jeux Olympiques, et ce qui peut créer aussi une différence entre des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Vous l'avez parlé au préambule de cet entretien. Si vous êtes réélu, s'il y a un chantier à faire pour le président dans son 3e mandat, Michel Callot, pour la Fédération française de cyclisme, ça serait lequel ? Le chantier le plus sensible, c'est bien évidemment celui de la route, de l'activité du cyclisme sur route, parce que on le sait, et je pense que c'est pas quelque chose qui vient de la fédération, mais de plein de paramètres différents, dont beaucoup sont extérieurs et liés à des évolutions de la société. La route souffre. Elle souffre d'abord parce que c'est un espace public qui se partage de plus en plus difficilement, donc il y a déjà des problèmes de sécurité, et la route souffre parce que c'est là où on a le plus de mal à transformer un modèle qui est un modèle profondément historique, profondément attaché à l'histoire de notre sport, et qui, pour autant, doit s'adapter aux transformations de la société, à la manière de pratiquer aussi de nos licenciés, qui est sans doute différente d'avant. Donc il faut... On a fait juste ces 2 dernières années une réforme des licences, et on a toujours dit que cette réforme des licences avait de sens que si elle était accolée à une réforme des activités. Ça touche principalement le cyclisme sur route, cette réforme des activités, et elle est maintenant devant nous, elle est à conduire. Ça touche au calendrier, à la manière d'organiser notre offre de compétition, au format des compétitions. C'est tous ces sujets qu'il faut qu'on empoigne, de même que cette fameuse pyramide d'accès au très haut niveau, mais ça on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, et qui fait partie pleinement du projet route. Mais je me permettrai d'ajouter un projet de cœur, parce qu'il est directement lié à ce qu'on vient de dire sur les Jeux Olympiques. On a vu la dynamique autour du BMX, et vraiment le projet de cœur, c'est d'arriver à relancer un plan massif de construction de pistes de BMX en France. On n'en a que 270. Quand on regarde ce que ça fait à peine 3 par département. Et là, on a matière à construire quelque chose de puissant pour l'avenir de notre fédération sur ce volet-là. Michel Callot, en 1 minute, pourquoi vous êtes la personne qu'il faut pour diriger encore la Fédération française de cyclisme ? Bon, j'aurais pas cette prétention-là, mais je peux juste dire que je suis prêt à mettre encore au service de notre fédération mon expérience, qui est une expérience non seulement de président de fédération, mais je le rappelle, de président de comité régional, de président de club, et elle est importante cette expérience-là. Et puis, au-delà de l'expérience, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est les réseaux accumulés pendant ces 8 dernières années, et peut-être la force de porter quelques-uns des projets essentiels pour notre sport. Avec tous les coups, entre guillemets, que vous prenez, on n'a pas peur du mandat de trop ? Vous savez, les coûts sont à dissocier du mandat. Le mandat de trop, ça serait le mandat où il n'y a plus l'énergie. Et pour perdre l'énergie, il faut perdre finalement les objectifs, la notion de projet. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de cette interview, quand vous m'avez demandé finalement pourquoi, les projets, ils sont puissants, et ils seront puissants jusqu'à la fin de l'Olympiade. Donc il y a matière à être au travail tous les jours. Et je pense que pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je compte ni mes heures, ni mon énergie pour la fédération. Il n'y a pas de raison que ça change. Allez, un dernier mot pour sourire. Si David Lapartien est élu président du CO, vous allez briguer la présidence de l'UCI ou pas du tout ? Oh là, c'est pas du tout quelque chose à quoi je pense. Je souhaite d'abord à David pleine réussite pour cette élection vers le CIO. Ça serait un tel honneur pour le sport français, 100 ans après, plus de 100 ans après Pierre de Coubertin. C'est d'abord ça qui est important.
Le reste, je pense que par rapport à l'Union cycliste internationale, au-delà de la présidence, ce qu'il faut absolument préserver, c'est une influence française. Votre conclusion? Le cyclisme français se porte pas si mal finalement? Non, je pense que le cyclisme français se porte même très bien. Il se porte très bien parce qu'il y a une énergie dans nos clubs. On a 2300 clubs, c'est beaucoup plus que des fédérations qui sont souvent bien plus nombreuses en nombre de licenciés. Donc il y a une énergie fantastique, une capacité à organiser depuis la base jusqu'au sommet, jusqu'à sommet de la pyramide fédérale. Elle est précieuse cette capacité-là. Et puis on a des championnes et des champions. Et c'est ça l'essentiel. On est là pour le sport, on est là pour que des gamins qui rentrent dans des clubs aient envie de rêver à devenir des champions. Ils ont tout ce qu'il faut en France pour pouvoir atteindre leurs rêves et c'est ça qui doit nous animer. Vivement la mi-décembre pour qu'on sache? Vivement effectivement qu'on puisse se projeter à plein dans ce nouveau projet et dans cette nouvelle mandature. Merci à vous. Merci.